Alors, bonjour à toutes et à tous. J'ai le feu vert de Morgane pour démarrer donc ce webinaire SEO en mode question-réponse. Donc l'idée, effectivement, c'était que les adhérents CPME 31, plutôt que de faire quelque chose où on déballe notre science sans trop savoir où on tape, c'est vraiment de répondre à vos questions, à vos préoccupations. Donc, le principe, c'était de récupérer des questions, ce qu'on a fait, et c'était intéressant, vous avez joué le jeu, c'était vraiment très cool, parce que j'ai pu les récupérer à l'avance, et du coup, préparer des réponses le plus sympa possible, argumentées. Alors, pas que je loupe les manips, je me présente rapidement. Donc, je suis Laurent Perrat. Je pratique le SEO depuis 2001 et j'ai fait ça dans à peu près tous les cadres. J'ai édité mes propres sites, j'ai été e-commerçant, j'ai travaillé en web agency à Agoranet avec Rick Radi. Là c'était très sympa parce que le métier débutait quand même et donc j'ai participé à la mise en place de l'activité d'acquisition de trafic. J'ai enseigné le SEO pendant 10 ans. J'ai arrêté cette année là parce que j'avais vraiment trop de boulot à Sciences Po à Sup de Web, donc c'est très donc en master 2, très intéressant. J'ai été consultant, formateur, etc. Et donc j'ai fondé l'agence La Mandrette qui ne fait que ça, que du référencement naturel. On ne fait pas de création de sites, on ne fait pas d'AdWords, on ne fait pas d'analytics. On comprend, hein, on ne fait pas de conseil e-commerce. En revanche, on fait que du SEO. Mais on en aborde absolument tous les aspects, donc hyper spécialistes. Avant de démarrer, juste une slide pour cadrer un petit peu la façon dont nous abordons le métier et notre façon d'envoyer des signaux positifs aux robots. Le cadre de l'action SEO, de manière générale, est le suivant. Google s'est donné, alors Google au niveau moteur de recherche, s'est donné une mission, donc qui publie partout, etc. Notre objectif est d'organiser les informations à l'échelle mondiale pour les rendre accessibles et utiles à tous. Le organiser, déjà, en lui-même, il est très chaud, parce que ça veut dire qu'ils sont prêts à intervenir. J'ai 30 000 anecdotes comme ça, ils sont prêts à intervenir auprès des éditeurs pour que l'information soit organisée. Mais en tout cas, le truc qu'il faut bien comprendre dans la mission de Google, c'est que nous, c'est-à-dire les clients, les éditeurs, ceux qui ont des offres à proposer, ils s'en fichent complètement. Ils ne pensent qu'à l'internaute. Notre mission, elle est différente. Notre mission, c'est bien de propulser notre offre. Les personnes qui font appel à nous, en général, c'est qu'ils ont quelque chose à vendre. Ils ont un intérêt à se positionner, à être visibles, sous les yeux de notre cible. Les deux objectifs, a priori, sont un petit peu différents. Ça marche, c'est-à-dire qu'on obtient des positions, on gagne en visibilité moteur et on va récupérer des top 3 quand on fait comprendre à Google en fait que, en réalité, on l'aide. Et en fait, tout le SEO, l'idée finale, c'est bien d'envoyer des signaux à Google comme quoi les pages que nous lui proposons sont réellement utiles aux internautes. Voilà, ça c'est un petit peu pour le cadre. On attaque les questions. Alors, de manière générale, je crois si vous voulez intervenir avant, vous pouvez me couper. Je crois que vous pouvez prendre la parole. Alors, je ne sais pas trop, avec Morgane, c'est elle qui gère ça. Donc, si vous voulez intervenir, vous n'hésitez pas. Il va y avoir moyen. On attaque directement les questions. Alors, parmi les personnes qui m'ont envoyé des questions, il y en a qui étaient anonymes et d'autres qui ne l'étaient pas. Si les anonymes veulent se manifester, faire leur coming out, aucun souci. Bien entendu, si vous voulez des précisions ou autres par rapport à ce qui a été demandé, je suis là pour ça. Allez, une première question en ce qui concerne les phases du SEO, c'est quelles sont les étapes pour apparaître sur la première page de Google. Les étapes, les voilà, il y en a 5. Les 3 premiers points à régler sont purs SEO. Tout d'abord, les aspects techniques. La manière dont est construit le site web est hyper importante pour Google. L'idée, en fait, c'est que le robot passe très facilement d'une page à l'autre, qu'on ne lui envoie pas d'erreurs, que ce soit très fluide. Alors, pourquoi ? Parce que les erreurs
En fait, il les corrige, mais les ressources machines qu'il utilise pour corriger ces erreurs ne sont pas utilisées pour qualifier utilement les pages et donner les bons scores aux pages. Donc, en fait, rien qu'avec la technique, bien souvent, on a des facteurs de progrès sur les sites web extrêmement intéressants. Le deuxième aspect, alors ça, c'est celui sur lequel il y a le plus de questions, tout ce qui relève des mots-clés. Et derrière les mots-clés, quelles sont les intentions de recherche? C'est-à-dire qu'on essaie de savoir, quand l'internaute tape tel ou tel mot-clé, quel est le type d'information qu'il recherche réellement, et évidemment, en même temps, en parallèle, tous les aspects contenus. Sur telle requête, sur tel type de recherche, ou sur tel groupe de mots-clés, ou tel ensemble de recherches, quel contenu je rends pertinent pour le robot, et quel contenu a réellement des chances d'être meilleur que les contenus concurrents, et donc de gagner des positions. Et enfin, le troisième aspect référencement, c'est le linking. Alors, c'est vraiment le facteur, comment dire, évidemment que tout le reste, il faut le faire, mais le linking, ça reste, depuis le début de l'algo, Google est construit autour des liens, ça reste le plus important. En fait, le truc, c'est que même si on a un bon site, techniquement facile à explorer pour Google, et avec un contenu très, très bien fait, qui va bien répondre aux questions des internautes, etc., ce site, il n'est pas tout seul à avoir ces qualités-là. Et Google doit départager ce contenu-là. Et en fait, alors, on peut écrire des romans sur linking, mais les pages, on va faire l'abus de langage, les pages et les sites les mieux classés en général, ce sont les pages et les sites qui récupèrent le plus de liens. Un lien, c'est comme un vote, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez un contenu quelque part, et si un autre webmaster, un autre éditeur dit, tiens, dans un texte, tiens, ce contenu est intéressant, allez voir ça, boum, il met un lien, eh bien, le contenu lié est extrêmement valorisé aux yeux du robot. Donc, alors après, voilà, il y a toute une littérature là-dessus, beaucoup d'expériences, mais en fait, à un moment, quand le site est propre, quand le site est bien fait, à un moment, le référencement, c'est la course aux liens et la mise en place de politiques d'acquisition de liens performantes. Deux autres aspects hyper importants, c'est sur lesquels je ne m'attarde pas parce que ce n'est pas forcément du recours de SEO, mais ça a des impacts forts. C'est l'expérience utilisateur. Est-ce que Google repère que l'utilisateur se plaît sur le site web et que ça l'intéresse? Si l'utilisateur se plaît sur le site web, il aura tendance à le valoriser. Et la notoriété, alors la notoriété, je mets plusieurs choses là-dessus, mais disons que c'est le fait que Google repère que les internautes vont directement sur le site web. Un site intéressant, à un moment, les gens ils vont directement dessus, ils ne demandent plus à Google. Si on arrive à faire monter des pages, mais que Google repère que personne n'y va directement, personne ne se transmet les URL par mail, personne n'en parle dans les réseaux sociaux, personne ne tape le nom du site directement, eh bien, il va dire finalement, c'est peut-être pas si intéressant que ça. Il y a peut-être de la technique, des mots-clés, des liens, mais c'est peut-être un peu de la triche parce qu'en réalité, selon Google, ce n'est pas, ça marche pas, les gens ne communiquent pas dessus. Et évidemment, on ajuste tout en permanence. Le SEO n'est jamais fini. De là, on peut enchaîner sur la question suivante, toujours avec un ou une anonyme. Quelles sont les bonnes manières de référencer un site? Alors, ça, c'est chaud comme question, parce que des bonnes manières, il y en a autant que de sites. Pour vous raconter l'anecdote, quand j'ai fondé la Mandrette, j'ai voulu faire des packages. Je vais mettre des packages, des prix, ça va plaire, je vais gagner beaucoup d'argent. En réalité, non, ça ne marche pas. Chaque site, la problématique de chaque site est différente. En fait, les bonnes manières, il y a deux aspects principaux à prendre en compte. D'une part, il s'agit que ce qu'on fait soit cohérent avec les contraintes techniques imposées par le robot. Si le robot doit se perdre du temps et mettre du temps à qualifier les pages, tout ce qu'on fait, ça sera ralenti, ça sera freiné, voire bloqué. Et enfin, l'autre bonne manière, alors ça c'est un vrai credo de l'agence, c'est cohérent avec votre politique marketing communication. Ça c'est mon gros dada. En réalité, le SEO, on ne sait absolument rien. L'algorithme de Google, il est secret. Donc, tout ce qu'on sait, tout ce qui est publié, c'est de l'expérience et des échanges avec les collègues, des partages d'expérience. Il y a un très grand nombre de choix qu'on fait. En réalité, on est un petit peu au pif. Ce qu'on essaye de faire au maximum, c'est que les choix qui sont faits soient cohérents avec le marketing communication. Les actions SEO,
ont forcément, alors sauf quelques trucs techniques, ce genre de trucs, mais de manière générale, les actions SEO sont claires avec une justification marketing-communication. Et de la même manière, on essaie vraiment de regarder ce qui se fait en la matière dans les entreprises en termes de com et de marketing pour, à chaque fois que c'est possible, leur donner une couleur SEO et en récupérer des bénéfices SEO pour le site web. Ça, c'est ce qui marche bien. Une question de Catherine Epstein, qui s'occupe de réseaux sociaux, formation réseaux sociaux chez Captain. Alors, à quel moment dois-je me préoccuper du SEO? Alors ça, c'est le conseil universel de tous les référenceurs dès le début, dès que vous concevez le site web à tous les niveaux. En fait, c'est vraiment cool de mettre un référenceur dans la boucle dès la conception, alors du site web ou de la nouvelle version du site web, si on est dans un projet de refonte. L'idée, c'est d'éviter des blocages techniques. Ah oui, on veut choisir tel techno, mais le référenceur dit attention, c'est plus compliqué. Et aussi, dit qu'il y a vraiment des enjeux, c'est d'arriver à construire, alors soit le site, ça dépend des projets, mais soit le site, soit une partie importante du site, le construire réellement autour des pages qui sont destinées à se positionner sur des requêtes intéressantes. Pourquoi faire intervenir le référenceur dès le début? Alors ça, malheureusement, ce conseil, ça fait 15 ans que les référenceurs le rabâchent à toutes les sauces ou autres, ça marche pas bien. Et souvent, les personnes arrivent avec un site web tout frais, tout neuf, qui a coûté une certaine somme. Et quand on commence à le regarder, à l'auditer, ben, parfois, on fait un devis, le devis est supérieur à ce qu'a coûté le site web, parce qu'il y a tellement de modifications à faire pour avoir, pour avoir une chance d'avoir des résultats derrière, que ça devient un petit peu compliqué. Donc, si vous pouvez, dès que… alors, évidemment, ce n'est pas toujours possible. Parfois, hein, bon, mais comment dire, les évolutions des projets font que ce n'est pas possible, mais à chaque fois que c'est possible, ça vaut vraiment le coup de mettre un référenceur dans la boucle très en amont. Pour vous dire, ben, cette année-là, donc, j'ai refusé 2 prospects parce que les technos, à mon avis, étaient impossibles à référencer. Donc, j'aurais dit, je suis désolé. En plus, les 2 projets étaient vraiment cool. Voilà, c'était pas possible. Donc, j'ai dit non. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fait. Soit ils ont changé de site, soit ils sont allés chez un collègue. Et toujours pareil, dans les phases, alors là, la question qui tue, je ne sais pas qui est l'anonyme qui a posé cette question-là, mais alors, ça c'est casse-tête, parce qu'on n'en sait rien. Au bout de combien de temps les résultats du processus SEO marchent-ils? Alors, comme tout bon référenceur, quand je ne sais pas, la réponse est ça dépend. Mais il y a un bruit qui court comme quoi, qui dit que c'est toujours très long. Alors, mais pas forcément. Il y a plein de cas où il y a un impact rapide. Par exemple, quand on résout un problème, parfois dans les sites web, il y a quelque chose qui fait que le robot est bloqué. Je vois parfois, j'en vois pas mal même, des problèmes au niveau du serveur. Au niveau du serveur, il y a des paramétrages qui font que Googlebot, on ne sait pas, enfin voilà, c'était pas fait pour, mais Googlebot est bloqué. Googlebot ne va plus sur les pages, petit à petit, enfin en quelques semaines, on voit des chutes. C'est assez fréquent que quand il y a la résolution d'un problème technique, les résultats se fassent voir rapidement, dans la semaine et dans le mois. Ça, c'est cool. On a aussi des résultats parfois rapides et même spectaculaires quand on réoptimise une page déjà positionnée. On a une belle page qui est, mettons, je ne sais pas moi, en bas de page 1 ou en haut de page 2, et puis on s'aperçoit que finalement, elle pourrait être optimisée. On pourrait recoller un petit paragraphe qui parle de ci, un petit mot-clé par-ci, par-là. Parfois, changer un title. Changer un title, c'est assez spectaculaire aussi. Quand une page est déjà positionnée, ben, un changement, on peut avoir des résultats rapides, ça arrive. De manière générale, la vie est injuste. Il y a des sites que Google aime parce qu'on a bien travaillé, des sites que Google n'aime pas. Quand on fait une action sur un site bien vu par Google, eh bien, c'est le signe qu'il est bien vu par Google, c'est-à-dire qu'on a des résultats rapides, encore une fois, en quelques semaines. Et de manière spectaculaire, quand on bosse bien le SEO, on a des résultats rapides. Alors ça, c'est dans le mois. Et dans les 2 mois, on voit les bénéfices. Dans les refontes de sites, les refontes de sites qui sont bien orientées SEO avec une vraie volonté de progrès, il y a toujours un risque dans des refontes de sites. C'est des changements que Google n'aime pas forcément, ça peut couler. Quand c'est bien fait, on peut avoir des résultats rapides.
Alors, ce n'est pas tout le cas. Alors, c'est pas tout le cas, c'est pas tout le temps les cas. Alors, parfois, ça va lentement, mais dans la mise en place d'une politique. Parfois, il y a des sites qui existent, qui ont déjà des résultats, on veut faire des changements ou autre. On fait ces changements-là. Il y a des changements, on sait qu'on améliore les scores auprès du robot, mais on ne sait pas, Google les voit de suite, hein, il crawl les pages et tout, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il les intègre dans son index, et parfois c'est long. Quand le secteur est concurrentiel ou hyper concurrentiel. Là, par exemple, j'ai un client, ça va faire 18 mois qu'on travaille sur son projet, il y a plusieurs activités. Sur les secteurs non concurrentiels, on a eu des résultats en quelques mois rapidement. Et parmi tout ce qu'il a à vendre, il y a un secteur où là, ça cogne, mais c'est violent. Il y a des enjeux SEO très importants. On commence à voir le jour, ça fait 1 an et demi. Et toutes les pages, enfin, tout le site a été travaillé très, très bien de la même manière. Donc, c'est difficile à dire. Évidemment, le travail sur les liens, que ce soit alors, le linking interne ou l'acquisition de liens, c'est pareil, c'est long. C'est indispensable, mais ça peut. Alors, il y a toujours des trucs pour accélérer. Moi, je ne suis pas fan. Voilà. De manière générale, c'est assez difficile à estimer. C'est un métier un petit peu bizarre. Donnez-moi des sous pendant des mois, on aura peut-être des résultats. Ça, c'est la vérité. En fait, quand on travaille pour des clients, on s'est trouvé quand même des quick wins, c'est-à-dire de trouver des actions où il y a des résultats rapidement. Il faut que la courbe de vente monte, sinon le client ne reste pas, ce qui est logique. Et aussi, à savoir, selon les périodes, Google, il est plus ou moins réactif. Parfois, il réagit vite, on est content. Et parfois, mais ça peut durer des semaines, on fait plein de trucs, mais des fois même, il ne prend pas les pages. Donc, bon, mais là, voilà, ce sont les caprices du robot. Voilà donc un petit peu pour les phases du SEO, les histoires de mots-clés ou autres. Si vous avez des questions précises, alors je regarde dans le chat. Alors, créer des mises à jour régulièrement, libérationner, je remarque une hausse grandissante. Ok, joli Sylvie, travaille avec bon sens, ça suffit. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce qu'il y a? Je regarde en même temps. Utilisez-vous la vidéo? Oui, à chaque fois que c'est possible, oui. La vidéo, c'est d'excellents atouts, il y a plein de choses à faire, soit directement sur le site, soit évidemment en connexion avec YouTube, puisque YouTube, c'est Google. Alors, il y a d'autres questions là, sur les mots-clés ou ce genre de choses? J'ai que le chat, j'entends personne. Bon, j'embraye, sinon vous me coupez, ou Morgane, tu me coupes s'il y a des questions sur les mots-clés. Alors, la question, alors ça, pardon pour la personne qui l'a posée, c'est la question que j'ai le plus détestée. C'est la recherche vocale, c'est crevant la recherche vocale. Ça impacte. Ah, je vois qu'il y a des. Quels outils? Oui, quels outils pour récupérer les mots-clés? Ok, ça fait. C'est des questions c'est des questions qui ont été posées un petit peu dans tous les sens. Donc, la réponse arrive. Il y a des slides exprès pour ça. Voilà. Alors, Google, la recherche vocale. C'est très compliqué. Pourquoi? Parce que le fait, alors moi en tout cas pour mes clients, le fait d'être présent sur de la recherche vocale, on n'a pas trouvé de business model derrière. C'est cool d'être présent sur Google, mais si la personne elle va sur une page et si après elle fait un clic, que ce clic soit du ajouter au panier, que ce clic soit voici mon email, envoyez-moi de l'information, donc de la génération de leads, ou bien que ce soit de la page vue pour que les comment dire, de la page vue pour que l'éditeur, c'est un éditeur, gagne de l'argent en affichant de la publicité. Donc, du coup, je vous avoue que c'est un problème. J'ai peu d'expérience là-dessus, uniquement une veille qu'on ne sait pas trop poser. De manière générale, les gens dans recherche vocale posent des questions. Donc, pas de pitié, râlez pas crête, ils posent des questions. OK, donc la rédaction de mon contenu se fait sous forme de questions-réponses. On ajoute aussi aux informations dans le site web, là c'est assez important, des microdonnées. En fait, des microdonnées, c'est tout bête. Vous avez votre contenu. Les microdonnées, c'est juste des petits bouts de code qui disent, OK, ça c'est un prix, ça c'est un vote, c'est une appréciation, ça c'est un produit, ça c'est une vidéo, ça c'est le fait qu'il est en stock, pas en stock, ça c'est une adresse, ça c'est un numéro de téléphone. Il s'agit d'intégrer ces microdonnées pour que Google pige bien et puisse le communiquer à l'internaute qui en fait la demande. L'autre idée pour aller sur la recherche vocale, c'est qu'on a remarqué que
les réponses étaient bien souvent la même chose que les positions zéro. Alors en fait, les positions zéro, c'est quoi? C'est ces petits encarts. Alors j'ai fait un test là, j'ai un test de position zéro. Alors ce n'est pas de la recherche vocale, c'était bien en tapant avec le clavier qui préside la CPM 31. Et effectivement, dans ce cadre-là, Google, il va sortir un encart avec Samuel, avec la photo. Et la réponse en vocal de Google, c'est vraiment très, très souvent ce petit encart-là. Donc, si on a des enjeux sur le vocal, moi, je n'en ai pas trouvé, mais si vous pensez que c'est le cas, c'est la recherche de la position zéro. Et donc là, je ne vous fais pas tout le topo. C'est extrêmement difficile, extrêmement aléatoire. Là, regardez le côté aléatoire. La position zéro, alors qui préside la CPM 31? A priori, quand même, l'acteur le mieux placé, c'est la CPM 31 pour répondre. Eh bien non, Google sort une information de latribune.fr. Il prend l'information qu'il a trouvée dans latribune.fr. Il se fiche, comme on a vu au début, il se fiche complètement l'éditeur. Ce qui l'intéresse, c'est l'internaute. Et donc, il trouve que cette information est mieux dans la tribune, c'est celle-là qu'il met en avant. Sur la position zéro, il y a d'autres enjeux, donc on se bagarre avec des clients pour les avoir, c'est super aléatoire. Pour moi, je trouve que ce n'est pas souvent prioritaire. Il y a d'autres choses à faire parce que même si on fait tout ce qu'il faut, on peut avoir la position zéro pendant 3 semaines et après on ne l'a plus pendant 6 mois. Et donc tout le travail qui a été fait, je le trouve pas super rentable. Il y a quand même des chantiers qui font ça. La question la plus sympa, Madame Kant, ou Kant ou Kanté, j'espère que je ne vais pas gaffer, qui demande carrément un rendez-vous pour que je fasse un devis. Alors oui, évidemment, bien sûr que j'arrive, mais quand même, je vais profiter de cette question pour donner deux, trois tuyaux. Deux, trois tuyaux pour la préparation de l'entretien avec le référenceur. Je trouve que c'est assez intéressant. Donc, vous allez faire appel à un référenceur pour essayer de voir un petit peu si vous pouvez gagner en visibilité Google. La première chose à faire en préparant, ce sont les questions qu'on va vous poser. Donc, c'est cool de les préparer. La première chose, c'est le cycle de vente et les objectifs de vente. Bon, il y a un site web dans lequel vous présentez plein de produits, plein de services. En réalité, il y a un ou deux, ou il y a une certaine, c'est la règle des 20-80, il y a quelques services sur lesquels vous êtes très bon, parce que vous savez très bien faire. Et puis le reste, vous le mettez parce qu'il faut le mettre, mais vous n'êtes pas très bon, ça vous embête de le vendre, ou il n'y a pas de marge, ou c'est très, très concurrencé. C'est quelque chose d'intéressant à savoir, histoire que les opérations de référencement soient là pour pousser réellement ce qui vous intéresse et ce qui vous amène du vrai bon business, plutôt que les choses que vous faites en complément. Ce qui est super intéressant pour essayer de piger comment Google a appréhendé le site web. Alors, on a des outils pour remonter l'historique, mais ce n'est pas super fiable. C'est l'historique de la présence web. Depuis quand avez-vous un site? Qui est intervenu dessus? Quel webmaster? S'il y a eu des référenceurs avant, c'est qui? C'est vachement intéressant de savoir quel est le collègue qui a bossé avant. Alors, pas pour le plaisir de dire, hein, ouais, il a travaillé comme un cochon, moi je suis meilleur. Ok, c'est facile. Mais parce que si on a la chance de le connaître de plus ou moins loin, de pouvoir le contacter, on peut dire, ah ok, il a travaillé dans cette optique-là. Et on connaît les styles des collègues, et donc il a travaillé dans cette optique-là, donc il a pu avoir tel ou tel résultat, et donc ça c'est fait, il n'y a plus besoin de le faire. C'est extrêmement intéressant. Quel concurrent est-ce que vous visez? Et la question la plus importante, c'est le budget. Je vous encourage vraiment à déterminer un budget et à le communiquer aux personnes, aux référenceurs que vous consultez. Pourquoi? Parce qu'en termes de SEO, le métier fait que si vous ne demandez pas de budget, vous allez avoir, si vous consultez plusieurs intervenants, vous allez avoir des budgets qui vont du simple au quintuple. Voilà, combien coûte une voiture? Ben, je ne sais pas, faites-moi un prix. Ouais, ok, il y a des occasions à 1 500 € et il y a des voitures à 300 000 €. Et c'est dans cette fourchette-là qu'il y a la voiture qu'il me faut. Et c'est extrêmement difficile quand on a sous le nez des propositions qui vont du simple au quintuple de se décider qui est bon, qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'il faut ou autre. Ce que vous pouvez demander à votre référenceur, ce que je vous encourage aussi à demander, c'est évidemment une feuille de route. Pour mon projet, comment vous voyez les choses, mettons sur 1 an, sur 2 ans, quelles sont sur ce projet-là les actions qu'on doit mener en priorité à votre avis et comment vous voyez les choses. En général, ça va tourner autour de techniques, mots-clés, contenu et linking. Comment on fait, pour nous, on peut l'articuler.
et évidemment le tarif de base, c'est-à-dire, je sais pas, soit des prix journée, des prix presta ou ce genre de choses pour vous faire une idée. Voilà, s'il y a un échange d'informations en amont, vous avez la chance d'avoir quelque chose qui vous correspond à peu près et de pouvoir choisir entre des devis à peu près homogènes. Et ça, c'est important pour se faire une idée et de savoir avec qui on travaille. Alors, Morgane qui dit on prendra les questions à la fin. Ok, alors pardon, je vous ai demandé de me couper. Donc les questions seront à la fin, c'est noté. En ce qui concerne les outils, donc la question, quels outils peut-on utiliser pour travailler son référencement? Alors des outils, il y en a des tonnes. Je veux dire, faire la veille d'outils SEO sur les outils SEO, entre les nouveaux outils qui apparaissent et les mises à jour d'outils existants, ça doit être 2 boulots à plein temps. Je ne sais pas tout, donc j'en partage quelques-uns selon les aspects qu'on veut travailler. Alors, en ce qui concerne la technique, les principaux outils sont des outils qui vont simuler le fonctionnement de Google. Google, il passe sur toutes les pages. C'est un robot qui passe sur toutes les pages et qui récupère de l'information. Il y a des outils qui font la même chose, des outils de crawl. Le plus connu, c'est Screaming Frog. En fait, c'est un petit truc à télécharger. Il va passer sur toutes les pages et récupérer l'information SEO, et c'est avec ça que nous travaillons. Alors, Screaming Frog est payant, mais si vous avez un petit site de moins de 500 pages, il est gratuit. Donc, ne vous gênez pas pour aller bidouiller, télécharger Screaming Frog, l'envoyer sur votre site web et bidouiller. Et si vous avez l'esprit un petit peu fouineur, l'envoyer sur les sites de vos concurrents pour voir comment ils travaillent. Le même, mais alors en SaaS, c'est Content King. Ça, on s'en sert, nous, pour monitorer les projets clients et toujours pareil, surveiller certains concurrents. Donc ça, c'est le type d'outil. Il y en a d'autres. Hein. J'ai mis les concurrents à chaque fois. Voilà, il y a du Botify, il y a du OnCrawl, il y a plein d'outils avec des optiques différentes, des prix différents. Alors, en ce qui concerne les mots-clés, c'est le slide suivant. Il y a un slide consacré uniquement aux outils sur la recherche de mots-clés. Et alors, il y a des outils pour chercher des mots-clés et il y a des outils pour monitorer la performance. Sur les mots-clés que j'ai définis, est-ce que j'ai progressé? J'étais 2e, je suis passé 1er, j'étais 5e, je suis passé 4e ou pas? C'est pareil, il y a plein d'outils qui existent, qui marchent vachement bien. Moi, je parle de Udacity Rank parce que j'y suis habitué, que ça fonctionne pas mal. En ce qui concerne le contenu lui-même, dans le contenu, on a tendance à chercher des mots-clés pertinents autour du mot-clé des co-occurrences. Exemple, je veux ranker sur, je sais pas moi, sur Slide SEO. Je vais être premier sur Slide SEO, n'importe quoi. Ok, je vais mettre Slide SEO, je vais mettre ce mot-clé-là, mais selon Google, quels sont les mots-clés qui vont autour et qui expliquent à Google que c'est pertinent? Alors, le mot-clé référencement, le mot-clé webinar, ce genre de choses. Donc, il y a des outils qui permettent vraiment d'optimiser les champs lexicaux des pages. C'est pas Visibilis, c'est Visiblis. C'est la Rolls, il va me tuer quand il va avoir la faute. Il y a du 1.fr, il y a du Your-Text Guru aussi qui rendent ce genre de mission. Les outils pour le linking. 2 types d'outils. Pour de l'acquisition, il y a des plateformes d'acquisition de liens. Donc ça met des gens qui sont prêts à… Alors, c'est de l'achat de liens, c'est très mal, il ne faut pas le faire. Selon Google, mais ça existe, c'est une vraie industrie. Du genre GetFluence, j'en parle parce qu'ils sont toulousains, mais il y a du CMJuice, il y a du Soumettre. Donc ça, ce sont des outils dans lesquels les éditeurs, les gens qui ont des sites éditoriaux pour proposer des liens, sont en contact avec des clients qui, eux, ils ont besoin de liens. Mais voilà, un lien sur telle page ou un article, ça coûte tant. Il y a des outils de mesure aussi pour essayer de chercher quel lien on a acquis. Alors évidemment, la Search Console, on le voit après, mais c'est du Href. On travaille beaucoup avec Href. Mais il y a aussi Majestic SEO qui marche pas mal. On arrive à voir alors une partie des liens des concurrents. De ses propres liens, il y a la Search Console évidemment. Bon, bref. Indispensable, la Search Console et Analytics. Pourquoi? Parce que ce sont des visions ce sont les visions de Google de notre site web. Donc, c'est indispensable à prendre en compte. Et évidemment, tous ces outils-là, il y a aussi leurs concurrents. Le point, quand même, je me permets de faire une slide supplémentaire là-dessus. Attention aux outils. D'une part, si vous voulez, les outils, à l'origine, les outils, ils ont été faits pour des référenceurs. Donc, très pointu, très machin, j'ai besoin de telle data, tu me la sors. Le truc, c'est que si l'outil, si les éditeurs de ces outils-là ne devaient vendre qu'aux référenceurs, ils ne gagneraient pas leur vie. Parce que des référenceurs un petit peu pointus qui vont chercher des trucs, il n'y en a pas tant que ça. Donc, ils ont essayé vraiment d'élargir par des fonctionnalités et de l'ergonomie vers du grand public.
Donc aujourd'hui, le truc, c'est qu'il y a des outils, mais d'enfer. Et nous, on est évidemment tout le temps le nez dans les outils. Mais il y en a pas mal qui disent, OK, j'ai eu la dernière promesse de valeur d'un de ces outils-là, c'est qu'il n'y a même plus besoin de référenceur pour faire son référencement. En fait, ils vont prendre plein d'informations et c'est l'outil qui va dire, OK, pour ce site-là, il faut faire ça et ça. Bon, si ça vous arrange, allez-y, ça existe. Mais franchement, je n'y crois pas beaucoup parce que les conseils qui sont donnés sur des moyennes. C'est pas bête ce qui est dit, mais sur le projet, le projet même sur lequel on bosse, c'est pas forcément pertinent. Si vous ne savez pas, quand vous abordez l'outil, si vous ne savez pas ce que vous leur demandez, l'outil, de toute façon, il vous donne une réponse. Est-ce que c'est la bonne? C'est pas sûr. Et l'autre truc, c'est quel est leur fonctionnement exact. Tous ces outils-là, il y a des biais de partout, forcément, puisque quel que soit le cas, ils essaient de reproduire le fonctionnement de Google, mais ils ne le connaissent pas. Il y a des biais de partout. Quels sont les biais? Comment ils fonctionnent? Comment la data que l'outil vous donne est produite? Ça, vraiment, c'est des trucs à potasser, c'est des trucs à savoir parce que du coup, on sait quelle est la bonne data, quelle est la data dont on peut se servir et quelle n'est pas la bonne data. Je donne un exemple. Quand on va travailler pour un client qui est sur du géolocal, par exemple, c'est un métier et puis il est en région toulousaine. Il est, alors, sauf métier extrêmement connu, tout ça, dans la plupart des métiers, on n'aura pas la data. Pourquoi? Parce que le nombre de personnes qui font ces recherches-là est beaucoup trop restreint. Et donc, les outils vont nous donner rien du tout et rien de fiable. Et là, on est obligé de travailler comme avant, quand il n'y avait pas d'outils, avec son cerveau. Et ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas de résultat et qu'on n'est pas pertinent. Si on se fie à l'outil, et si on dit c'est l'outil qui a raison, on dit oh non, mais il n'y a personne qui fait ces recherches-là, ça ne m'intéresse pas. Ouais, mais ce n'est pas vrai. Il y a moins de personnes qu'une personne qui va chercher, je ne sais pas, moi, assurance auto. Mais il y a suffisamment de personnes, en tout cas, ma cible est liée. Ma cible géolocale est limitée en nombre. Donc, les outils, c'est formidable. C'est vraiment, ça fait beaucoup évoluer le métier, c'est chouette. Et c'est vraiment leur utilisation, c'est un petit peu comme si on va conduire, je ne sais pas, moi, une Formule 1, quoi. Si on me met dans le volant d'une Formule 1, je vous garantis qu'au premier virage, je suis dans le décor. C'est un petit peu pareil. Ils sont vraiment bien. Attention à leur utilisation. Question hyper précise de Dominique Ponce. Donc, merci beaucoup. On a souvent tendance à travailler les mots-clés à travers la façon dont nous concevons et exprimons notre activité, mais ils ne correspondent pas forcément aux mots utilisés dans les recherches des internautes. Ouais. C'est vrai que souvent, le client il va parler, il désigne le produit d'une manière professionnelle. L'internaute, lui, cherche autre chose. Du coup, quels outils utiliser pour évaluer les volumes de recherche côté internaute? Alors, il y a un seul outil qui donne cette information. Parce qu'il y a un seul acteur qui sait le nombre le nombre de fois où est tapé un mot-clé, c'est Google AdWords. C'est Google Ads maintenant. Donc, en fait, tous les outils qui donnent des nombres, ce mot-clé-là, par exemple, je ne sais pas moi, CPM31, ça a été cherché tant de fois, tous ces outils-là, en réalité, vont taper dans des API ou dans l'information du Keyword Planner de Google. Donc, le Keyword Planner de Google, c'est gratuit, on met sa carte bleue, on ne paye pas, mais on y a accès. C'est le seul outil qui donne réellement cette information brute. Cela dit, il n'est pas super commode à utiliser, c'est difficile d'historiciser, etc. Donc, il y a des outils qui récupèrent cette information, qui la traitent en français. Le plus sympa, à mon avis, très pertinent, c'est Youdá Insight. Évidemment, le produit star, c'est SEMrush, très gros index de mots-clés et ergonomie sensationnelle. Ahrefs fait le taf aussi. Alors, selon les projets, ça vaut le coup de travailler avec l'un, de travailler avec l'autre. Il y a des outils qui mixent tout ça, qui donnent. SEO Observer est pas mal du tout. Alors, je ne les cite pas, j'espère qu'il n'y a pas d'éditeurs, des gens qui ne sont pas cités là-dedans parmi ceux qui nous regardent. Il y a des concurrents aussi, donc à tester, à voir. Question, alors là, carrément, pardon, anonyme. Quels sont les outils gratuits? Je ne sais pas qui a posé ça, quelqu'un qui veut me mettre au chômage. Oui, il y a des outils gratuits. Alors déjà, le Keyword Planner, c'est la même question, non, gratuit. Le Keyword Planner, il est gratuit. Allez voir du côté du Ubersuggest de Neil Patel. Alors moi, je ne suis pas fan de cet outil-là, mais il rend pas mal de services. Je vous ai mis quand même un petit truc qui est très sympa. Le
le lien rime solide que vous avez là, en fait, c'est un dictionnaire analogique, c'est un dictionnaire des idées, ce qui fait que vous rentrez une idée, un mot, et au lieu de mettre les mots-clés associés ou autres, ça donne tout un tas d'idées qui sont en rapport avec ça. C'est vachement utile, ça donne plein d'idées. Ça vaut le coup de jeter un œil à rime solide pour trouver des mots-clés sympas à utiliser. La question du dosage. Comment savoir si j'utilise un nombre adéquat de mots-clés sur une page? Alors là, ça c'est la colle. Et vraiment, je crois que si j'avais la réponse, je serais assez heureux. J'en sais rien. Alors déjà, la question aujourd'hui, elle ne se pose pas trop en ces termes-là. Bref, pour y répondre cash, il s'agit de regarder la concurrence, c'est-à-dire je tape mon mot-clé, les 5 premiers, combien ils en ont de mots-clés. Déjà, ça donne une très très bonne idée. Et on voit, si on met fait même les 10 premiers, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'écart. En fait, ce n'est pas quelque chose de majeur. L'idée, c'est bien de dire à Google, OK, je parle de ce sujet-là, mais la répétition du mot-clé, ça peut être utile, ce n'est pas majeur. De manière générale, quand on optimise une page, quand on y va, on met effectivement un certain nombre du mot-clé majeur qu'on veut attaquer sur cette page-là, mais surtout on en garde sous le coude. On ne met pas tout de suite le maximum. Pourquoi? Parce que si on fait le maximum sur ce mot-clé-là, on se retrouve, je ne sais pas moi, 12e. Ouais, 12e, c'est pas mal, on a bien bossé. Ouais, mais ce n'est pas page 1, ce n'est pas top 3, on n'a pas beaucoup de clics. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai pour en remettre une petite couche? Donc, l'idée, c'est de, voilà, on fait son petit dosage et on en garde sous le coude pour savoir si on a besoin d'en remettre un petit peu pour continuer à progresser ou si c'est suffisant. Surtout, on travaille encore une fois les co-occurrences. Si je vise tel mot-clé-là, quels sont les mots qui sont autour et qui vont dire à Google que je suis pertinent? Et hyper important, on travaille les intentions de recherche. Quand l'internaute il cherche ça, en fait, qu'est-ce qu'il veut réellement? Et pour ça, ce n'est pas dur. On tape le mot-clé dans Google, on regarde ce qui remonte. Ce qui remonte, c'est ce que Google croit que l'internaute veut. On essaie de faire la même chose. Une autre question de Catherine. Faut-il réfléchir en local ou en national? Alors là, il y a plein d'arguments, plein de choses ou autres. Il y a trop de cas, donc moi je réponds, la stratégie SEO, c'est la stratégie marketing. Si votre zone de chalandise est locale, eh bien, la stratégie SEO se colle à votre stratégie marketing, elle est locale. Si votre zone de chalandise est locale, oui, c'est vrai, oui, c'est ce que j'ai marqué. Selon le niveau de concurrence, il peut y avoir des opportunités pour aller au national. C'est possible. Pas beaucoup de concurrence, un produit sympa sur lequel c'est pertinent. Le référencement naturel de site web peut être l'occasion d'aller taquiner un petit peu le national. Voilà, c'est des investissements, donc ça se mesure. Mais a priori, si on ne sait pas, c'est vraiment, voilà, si la zone de chalandise est nationale, le SEO sera national, et si c'est local, c'est local. Alors, question hyper technique. Dois-je optimiser mon nom de domaine en y incluant des mots-clés? Alors, le terme technique, ça peut aller à EMD, Exact Match Domain, c'est-à-dire qu'en fait, le nom de domaine, c'est carrément la requête qu'on vise. Alors, quand on a aujourd'hui, quand on met des mots-clés exactement dans le nom de domaine, ça ne paye pas autant qu'avant. Avant, c'était effectivement un point majeur. Aujourd'hui, ça ne paye pas autant qu'avant, il faut faire d'autres choses, mais ça marche encore. Et je pourrais vous montrer éventuellement des requêtes sur lesquelles ça marche. Je suis persuadé que les EMD qui sont là, le EMD les aide. Cependant, donc c'est toujours un coup de boost. Cependant, ça a plein d'inconvénients. Donc en fait, voilà, ça dépend. Oui, si l'activité est limitée et n'évoluera pas. Mais par exemple, si je vends, je ne sais pas moi, si je vends des tables, je vais appeler mon site web super-table.com, et puis ouais, mais le coup d'après, je vais vendre des bibliothèques. Je vends des meubles. Une bibliothèque vendue sur Supertable, c'est plus difficile. Et si, alors je m'appelle par exemple, ok, je vais m'appeler meuble, donc je vais mettre un nom de domaine avec meuble, et puis je ne sais pas moi, si l'activité fait que je vais vendre autre chose, j'en sais rien moi, des trucs de jardin, voilà, je vais me trimballer un nom avec meuble. Donc, si on est certain que l'activité n'évoluera pas et que le terme choisi ne sera pas un obstacle à la vente d'autres projets, ok, on peut prendre un EMD.
L'autre truc, c'est si on a besoin de résultats plutôt à court terme. Pourquoi? Parce qu'avec l'EMD, il y a un signal qu'on n'aura pas, c'est le trafic direct. Si je m'appelle, alors je dis pareil, table.com, quand l'internaute tape table, Google ne pourra jamais déterminer que table, en fait, il cherche mon site web. Que si j'ai un nom, alors je dis n'importe quoi, Conforama, à chaque fois que l'internaute va taper Conforama, eh bien, Google sait que c'est un signal qui dit ah oui, mais Conforama, c'est tellement connu qu'il y a des gens qui le cherchent directement. Et ça, c'est extrêmement positif pour le site web. Donc, en fait, avec un EMD, c'est très, très difficile d'être certain qu'on aura du trafic direct. On s'en sert si on a un site secondaire orienté SEO. Ben là, moi, par exemple, j'ai un client, il est leader partout, il est enfin, pas premier partout, il ne faut pas exagérer. Mais en tout cas, il est vraiment au top partout. Le facteur de croissance qu'on a trouvé, c'est de dire, ben, OK, je suis premier, je vais essayer d'être premier et deuxième. Et donc, dans ce cas-là, on va faire des sites secondaires qui parlent de sujets extrêmement pointus. On sait que ça ne bougera plus. Et on va se servir du mot-clé dans le nom de domaine pour essayer de monter rapidement et prendre des positions et y rester. Et enfin, il y a toujours des cas particuliers, des secteurs hyper concurrentiels où il a l'EMD, ça aide et ça pousse. Alors non, s'il y a plusieurs gammes et plusieurs produits différents, l'EMD, ça ne vaudra pas. Et vraiment, si on est sur un projet où il peut y avoir des ambitions, alors mais pas forcément immédiates, mais à 2-3 ans en matière de communication, donc où on aura du branding, du trafic direct, vraiment, il vaut mieux que le nom de domaine soit le nom de la marque. Une question technique, alors là, je ne sais pas qui a posé cette question-là, très très technique, linking interne, combien de liens internes chacune de mes pages de contenu doivent être affichées. Dans la première version de la slide, j'avais mis le moins possible. Tous les projets que je prends, il y a trop de liens internes. On dit, ouais, le lien, c'est la vie ou autre. Oui, sauf qu'on se retrouve avec toujours un paquet de liens qui ne sont pas pertinents. Un lien pertinent, c'est quoi? C'est un lien entre deux pages qui ont un champ lexical proche. Je suis marchand de meubles, je suis sur une page de table. Eh bien, dans le méga menu, à tous les coups, il y a un lien vers une page qui parle de bibliothèque. C'est indispensable pour l'internaute parce qu'il y a des questions du X ou autre, on veut présenter l'offre ou autre. Côté Google, il le gère. Il ne va pas confondre. Google fait très bien le travail. Mais les ressources machines qu'il met à gérer ça, encore une fois, il ne les met pas à gérer autre chose. Donc, on travaille, il y a des travaux à faire sur les liens automatiques, les menus, etc. Et les liens in-text, en réalité, l'idée, c'est de conserver les liens réellement pertinents. Si, c'est quand, c'est tout le temps, il y a un lien qui est nécessaire en termes d'expérience utilisateur, mais qui nous casse les pieds en termes de SEO, il y a des techniques d'obfuscation très bien qui vont faire que le lien n'est pas pris en compte, visible bien entendu, mais ne sera pas pris en compte par le robot. Vraiment, je trouve que le linking interne, on gagne beaucoup à profiler. Il y a des projets sur lesquels on a fait ça qui ont connu des croissances. Alors, toujours difficile à dire parce qu'on ne fait jamais qu'une action, mais je suis persuadé que ça amène vraiment beaucoup. La popularisation, donc une question d'Alix de chez FullSave. Alors là, comment mettre en place une stratégie de netlinking efficace? Super la question. Il y a des romans, il y a 3 tomes de romans à écrire, il y a plein de choses à faire. Cependant, on peut dire que le linking en matière de référencement, ça peut être de type. Premièrement, avec des actions de type communication. On va se coller ou on va provoquer des actions de type communication dans l'entreprise et ces actions-là vont générer des liens. Un lien, j'ai mis cette image-là. Un lien, si vous voulez, c'est selon Google, c'est un vote. Quelqu'un qui fait un lien vers une page, selon Google, même si la réalité du lien, c'est n'allez pas là, c'est nul, mais selon Google, c'est un vote, c'est voter pour moi. Donc, on est en pleine campagne électorale. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire de la communication. Je suis votre candidat, je suis beau et avec moi, nous allons vers le bonheur. Et dans ce cas-là, les gens, ah ouais, c'est une super communication, il ou elle est vachement convaincant, je vote pour lui. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave, on va bouger les urnes. Hein. Les votes, ça s'achète, ça se trafique. Et ce parallèle-là, c'est un petit peu la vie de Google. Il y a le meilleur, c'est bien les actions de type communication. Exemple, vous faites des relations presse. Vous avez une action, vous faites une relation presse. La presse parle de vous. Si en plus de parler de vous, elle vous fait un lien,
ce qui est faisable, on le fait sur plein de clients, ça c'est les meilleurs liens que vous puissiez avoir, c'est le plus puissant et ça pousse vraiment votre site. Donc il y a une action forte sur les liens d'autorité. Il y a des actions à faire tout à fait créatives dans la recherche de partenariats. Il y a des gens avec lesquels on travaille dans l'écosystème. Ben, ces gens, il y a des partenariats qui sont dans la réalité. Le truc, c'est juste qu'est-ce qu'on invente pour que ces partenariats ont un éco-SEO et donc qui génèrent un lien. Et évidemment, le principe du link betting, publication de contenu intéressant. Je vais publier des contenus. Ces contenus, ils ne s'intéressent pas ma cible, ils vont intéresser des leaders d'opinion ciblés. Et ça, ben, ces gens-là vont me faire des liens, ça marche. Les autres actions, ce sont les liens du référenceur. Ça peut être de l'échange de liens, mais Google n'aime pas, c'est interdit. Ça peut être de l'achat de liens, carrément, ben, c'est les plateformes dont on a parlé, mais Google n'aime pas, c'est interdit. Ça peut être les réseaux. Pourquoi je vais demander à des gens, puisque je peux avoir la capacité technique de créer mes propres sites web et de faire mon réseau et d'avoir des liens là-dedans. Voilà. Donc ça existe aussi, ça fonctionne. Voilà. En fait, voici les avantages et les inconvénients. C'est le dernier, c'est le dernier slide, et après on va pouvoir passer aux questions du chat. Les actions de type communication, elles sont à double effet. Elles ont un impact SEO et un impact communication, donc elles sont plus payantes. Ça vaut vraiment le coup, l'impact SEO est très très puissant. Le problème, c'est que c'est lent à mettre en place et que les résultats sont parfois aléatoires, donc des résultats, voilà. C'est le mieux, mais c'est très long. Les actions SEO, l'inconvénient, c'est qu'à partir du moment où ce sont des techniques qui sont prohibées par Google, c'est risqué en termes d'investissement et d'avenir. C'est-à-dire que si je crée des liens, super, mais si un an après, toute mon opération de netlinking est pénalisée parce que Google a tué ces liens-là qui sont clairement hors de son algo, c'est embêtant. En revanche, on sait les faire, on sait limiter le risque et c'est plus rapide et sûr en termes, cette opération-là est plus rapide et plus sûre en termes de mise en place. On sait le faire, donc c'est fait ça. On sait que dans tant de temps, les liens seront là. Ce n'est pas aléatoire. Donc en fait, en général, ce qu'on essaie de mettre chez les clients, c'est des actions de type communication, et le temps que ça se mette en place, ou dans les périodes où ça ne donne pas de résultat, on va chercher d'autres types de liens. En général, ça tourne autour de ça. En guise de conclusion, j'ai trouvé une citation d'enfer d'un ancien Premier ministre, pour les plus anciens d'entre nous. Pourquoi voulez-vous que j'esquive la question? C'est génial, puisque la question ne se pose pas. Raymond Barre. Merci beaucoup pour votre attention et à ceux qui ont questionné. Et j'attaque direct les questions qui sont dans le chat. Alors, Google vient de sortir un plugin WordPress Web Story. Quel impact peut avoir la mise en place de ce plugin pour le SEO? Ok, je suis grillé, je l'ai vu passer, l'actualité est bien trop récente pour moi, je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas vu marcher, je n'en ai aucune idée, donc je vais regarder de près. Je n'ai pas de réponse à la question sur le plugin WordPress. Pouvez-vous nous rappeler le principe de la longue traîne? Je ne suis pas sûr d'en avoir saisi le concept. Oui, alors la longue traîne, je suis un peu embêté parce que la longue traîne, c'est une acception bien précise, mais aujourd'hui, le sens a changé. En fait, comment dire, je ne me rappelle plus le nom du... Quelqu'un là, le nom du... oui, Chris Anderson, le gourou américain du marketing qui a formulé ça il y a longtemps. En fait, il faisait la différence entre un commerce physique et un commerce virtuel. Et par exemple, la vente de films. Un commerce physique, donc un magasin qui vend des vidéos, il va être limité. Le stock va lui coûter très cher, donc en fait, il va faire son business c'est l'ordre des 20-80 sur les titres à succès. Et son problème va être de vite écouler son stock, de faire tourner son stock pour pouvoir avoir de l'argent et de la place pour acquérir les nouveaux titres à succès. Quand un acteur qui vend des films, type, je ne sais pas quoi, Amazon ou autre, on s'en fiche, quand cet acteur-là vend des films, en fait, c'est de l'informatique, il va pouvoir stocker un très très grand nombre de films, des dizaines de milliers de titres. Et quand ils font le résultat, ils s'aperçoivent qu'en réalité, le business se fait sur les navets, les films tout pourris, qu'ils ne connaissent pas, qui sont vendus une fois. Ils vendent une fois un film dans l'année, mais comme il en vend une grande quantité de ces films-là, ben en fait, 90% du business se fait non pas sur les grands titres, mais sur ces films-là. Donc la courbe, ça faisait une espèce de longue traîne comme ça.
à l'origine du référencement, on avait les requêtes dans Analytics, maintenant c'est un autre provider, mais on savait exactement en référencement naturel ce qu'avaient tapé les internautes. Et on s'est aperçu que la distribution de ces requêtes-là, c'était exactement la même chose, c'est-à-dire les mots-clés qu'on ciblait, ok, ça faisait plein de clics sur les mots-clés sur lesquels on est premier, hyper concurrentiel, mais en réalité, le trafic des sites Internet, c'était uniquement sur des requêtes qui avaient été faites une fois. Une ou deux fois, mais en tout cas des trucs complètement improbables et complètement imprévisibles. Donc en fait, à l'entraîne, c'est ce trafic-là complètement imprévisible et pour l'acquérir, c'est contenu, 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 contenu. Aujourd'hui, le métier dit que la longue traîne, c'est les requêtes à 3-4 mots-clés. Moi, je ne trouve pas. Moi, je trouve que c'est des requêtes secondaires. Mais en tout cas, c'est ce trafic-là on ne sait pas le qualifier, mais ce sont des gens qui viennent parce que le contenu du site web a réagi quelque part sur des choses imprévisibles à Google. Alors, comment savoir combien de mots-clés ont les concurrents? Ah ben, il suffit de taper le mot-clé si je comprends la question, il suffit de taper le mot-clé dans Google et on clique sur on cherche par exemple, je ne sais pas moi, Boulanger Toulouse, ben, je veux savoir combien ils ont de mots-clés, ben, je tape Boulanger Toulouse dans Google et je vais cliquer sur les sites des concurrents et je compte. Il y a des outils qui le font de manière automatique et on sait le faire. Mais pour un projet pour soi, on regarde à l'œil et on voit un petit peu s'ils ont mis beaucoup de mots-clés, pas beaucoup de mots-clés. Le gras, c'est la vie, faut-il mettre des mots-clés en bold? J'adore le. Ok, je déteste ça. Je ne le fais jamais. Et je trouve que c'est moche et inélégant. Et en toute franchise, j'ai des collègues qui trouvent ça bien, qui en jouent avec talent et qui ont d'excellents résultats, voire parfois, à mon grand désespoir, qui me grille. Donc, pour moi, question de feeling. Si vous trouvez ça bien, que ça colle avec. Enfin, on ne sait pas ce qui marche dans Google. L'idée, c'est de se faire une cohérence. Et quand on est cohérent, même si on ne remplit pas et ne coche pas toutes les cases, je trouve que quand on est cohérent, ça fonctionne. Donc, si poser du gras dans la page, c'est cohérent avec votre façon de faire du SEO et votre façon de communiquer, il ne faut pas vous priver. Moi, la mienne, c'est de ne pas en mettre. Voilà, chacun un petit peu se le voit. Les films qui se vendent peu ne sont pas forcément des navets. Pardon François, je suis pas plus cinéphile que ça. Ok, je prends la rectification. Faut-il donc mettre des mots-clés moins concurrentiels? Si vous me posez la question, Francis, de cette manière, je vais vous dire, on ne choisit pas, on attaque tout. Moi, je dis qu'on a les moyens de tout faire, on a les moyens de tout attaquer. On peut très bien faire des pages en allant se bastonner sur les mots-clés où ça cogne, et on dit, OK, t'aimes cogner, moi aussi, et je vais essayer de gagner des positions sur le très concurrentiel, et aussi faire les pages sur le moins concurrentiel, il y a moins de monde, donc je vais avoir des résultats. Il y a, comment vous dire, les deux sont possibles. C'est comme si vous me dites, un match de foot, j'ai une équipe de foot, est-ce qu'il faut jouer l'attaque ou la défense? Les deux existent. Il y a des équipes qui vont jouer l'attaque, un coup l'attaque, un coup la défense, d'autres qui jouent tout le temps l'attaque, d'autres qui jouent tout le temps la défense. Ça dépend. Là, je peux pas être, je peux pas. Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment du projet. Mais en général, quand on a une opportunité, on crée une page, on met un contenu intéressant pour l'internaute et la page doit ranker. Est-ce que j'ai oublié des questions? J'ai que le chat, là, j'ai rien du tout en audio. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, Morgane, c'est moi qui fais la conclusion ou c'est toi? Comment ça se passe? Pas d'autres questions. Ok, c'est cool. Ouais, je prends 3 secondes pour faire la promo. Si vous êtes intéressé, j'aurais pu faire un slide là-dessus. Vous pouvez aller sur le site de la Mandrette et nous contacter via le formulaire. Ah, d'accord. C'est Morgane qui me laisse faire la conclusion. Bon. J'espère que je ne vais pas trop me tromper. Oui, donc si vous êtes intéressé par le formulaire de contact du site web, évidemment, on vous répond rapidement. Sinon, alors, j'espère que ça vous a plu. J'ai trouvé l'exercice de recueillir des questions et de préparer des réponses de mon côté tout à fait, vraiment très, très sympa, même s'il y a des questions, je ne vous le cache pas, qui sont tout à fait… Enfin, les réponses ne sont pas simples et difficiles, mais bon, il faut y aller, hein, c'est des questions qui se font poser. Donc, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, y compris les questions qui ont été posées en direct dans le chat. Donc, je ne sais pas, écoutez, au revoir. Et dans l'espoir qu'on se croise lors d'un événement, voilà, quand toutes ces histoires sanitaires seront finies, qu'on puisse se croiser en réel dans un événement. Merci beaucoup et au revoir.